Nous sommes la troisième semaine d'octobre 1941. La bataille de Russie bat son plein, l'attaque sur Moscou a commencé, et les Allemands, dans leurs actualités, que nous allons voir d'abord, avant les actualités françaises de zone occupée, les Allemands avancent, 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 mais comme ils n'avancent plus tellement, ils sont revenus à une formule d'actualité qui nous offre quelques vues plus variées sur la vie allemande. Et c'est un signe que tout ne va pas très bien. Pour évoquer ces événements de Russie, nous sommes avec Norman Stone, qui est professeur à l'université d'Oxford, et qui a écrit des livres et des articles à la fois sur la Première Guerre mondiale et sur la Seconde, et notamment sur les conflits germano-russes. C'est donc le spécialiste de ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la question que j'ai à vous poser en premier, Norman Stone, c'est la suivante. Dites-moi, comment peut-on différencier l'attitude des Allemands en 14-18 d'une part et en 39, enfin en 41 maintenant? Est-ce qu'ils se sont comportés de la même façon? Quelle ressemblance et différence il y a? Oh, je crois qu'il y a quand même une grande différence. En 14-18, 14-17, ils avaient quand même le sens de ce qui était possible. Alors, gagner une guerre dans des conditions qu'on a vues en Europe de l'Est est très très difficile. En partie à cause du climat, en partie à cause de l'infrastructure, etc. Et puis c'est masse de Russes. C'est bien difficile. En 14-18, ils le savaient. Et puis, ils ont été un peu surpris d'avoir battu l'armée russe. En 41, c'est autre chose. C'est la confiance, ce ridicule presque, je dis ridicule du quartier général allemand. Hitler avait dit, on a besoin de foutre un coup de pied à la porte principale et puis la maison s'écroulera. Et cette confiance démesurée a mené aux scènes qu'on fait le siège à Leningrad, qu'on attaque Moscou, qu'on attaque Kiev, qu'on attaque Rostov-sur-le-Don, le Caucase, etc. C'était une dispersion absurde des forces allemandes, elles-mêmes limitées. On se croyait la race maître. La race maître, mais aussi on se croyait les techniciens les plus avancés, et les Russes ont de quoi se défendre. Aussi, c'est une erreur. On avait vu ça en 14-17. Je sais bien que tout le monde croit que la Russie tsariste était un pays arriéré, pas du tout. Après des débuts bien pénibles, du moment qu'il s'était mis à organiser une industrie de guerre, ça allait pas mal. Plus d'avions que la France, par exemple, plus de prisonniers de guerre que l'armée française, ce que personne ne sait. Alors, c'était pas si facile que ça en 14-17. Et si les Russes ont perdu, c'est en partie à cause de leur désorganisation et du mouvement révolutionnaire. Alors, en 41, on voit les mêmes côtés forts de l'armée russe. On peut parler même de côtés forts qui sont traditionnels. Il y a une très bonne tradition métallurgique, il y a une très bonne tradition d'artillerie, une tradition de l'air qui est respectable. Et on a vu toujours les officiers qui s'étaient entraînés pendant la Première Guerre mondiale, en partie avant, c'était ces mêmes gens qui formaient l'armée russe. S'ils ont perdu si dramatiquement tout au début de la campagne, alors faut-il chercher une autre explication que l'épuration des trois quarts du corps d'officiers qu'avait pratiqué Staline dans les années 30? On va voir ça maintenant de plus près, avec des actualités allemandes, et vous interrompez dès qu'il vous convient. Ein Gruß aus Königsberg. Hier fand kürzlich die 29. Deutsche Ostmesse statt, die mitten im entscheidenden Ringen gegen den Bolschewismus erneut die ungebrochene Wirtschaftskraft des Reiches bewies. 12 Nationen waren hier vertreten. Die vom Bolschewismus befreiten Ostseeländer zeigten in einer reichhaltigen Schau ihre handwerklichen und landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
auf der Technischen Messe. Das Schnittmodell eines Flugzeugmotors. Neue Arbeitsgeräte für das Baugewerbe. In einer Sonderausstellung der deutschen Wehrmacht wurde anhand von Dokumenten und Beutestücken der bisherige Verlauf des Ostfeldzuges veranschaulicht. Mit Beginn des Krieges hat die deutsche Frau in selbstverständlicher Pflichterfüllung die Arbeitsplätze der an der Front stehenden Männer eingenommen. Auch in den Hochtälern der Alpen hat die NSV die Betreuung der Kleinsten übernommen. Sie entlastet damit die Bauersfrau, die heute den Mann bei der Feldarbeit ersetzen muss. Die Berliner Künstlerfahrt gab in Anwesenheit von Reichsminister Dr. Goebbels und des italienischen Botschafters Dino Alfieri im Kuppelsaal des Reichssportfeldes einen bunten Nachmittag für unsere Verwundeten. Im Norden der Ostfront.
Unsere tapferen finnischen Waffenbrüder, die zwischen dem Ladoga und Onega See einen an Zahl und Ausrüstung weit überlegenen Feind in erbitterten Kämpfen vernichtend schlugen, stoßen weiter nach Süden vor. Eine kurze Rast unterbricht den Marsch. Aki Järvinen, einer der bedeutendsten Sportler Finnlands. Feldmarschall Mannerheim, der Führer der siegreichen finnischen Truppen. Panzerkampfwagen greifen an. Sie sollen die Straße für die Infanterie öffnen. Stoßtrupps säubern das umliegende Gelände und holen die Bolschewiken aus ihren Stellungen heraus. Nach hartem Gefecht, Mann gegen Mann, sind die Sowjets besiegt. Panzer übernehmen wieder die Spitze. Auch hier im Norden der Ostfront sind die Rückzugswege der Sowjets durch Brand und Verwüstung gekennzeichnet. Je crois de fait que Leningrad serait tombé si les Finlandais avaient insisté, parce qu'après tout, ils auraient pu couper la ligne de ravitaillement sur le lac Ladoga. On m'a dit en Finlande l'année dernière que Mannerheim avait refusé de continuer, disant que si nous avançons plus loin et que Leningrad tombe, les Russes ne nous pardonneront jamais. C'était un homme très honorable que Mannerheim. Quand l'Angleterre lui a déclaré la guerre, il a donné un ordre à l'armée finlandaise. Nous sommes maintenant en guerre avec des gentlemen. Chaque officier doit se rappeler qu'il faut se raser chaque matin. Finnische Artillerie an der Front vor Leningrad. Im Kriegshafen von Kronstadt stehen Werftanlagen und Munitionslager in Flammen. Einschläge deutscher Batterien in Oranienbaum, der Hafenstadt westlich von Leningrad. Leningrad liegt Tag und Nacht im Wirkungsfeuer schwerer und schwerster Batterien. Riesige Brände wüten seit Wochen in dieser Stadt, deren Bewohner von den Sowjets zu sinnlosem Widerstand gepresst werden. Unsere Infanterie hat sich vor Leningrad eingegraben. In ihrem Feuer brechen alle Versuche der Sowjets, den stählernen deutschen Ring zu sprengen, unter schwersten blutigen Verlusten zusammen. An dieser Stelle unternahmen die Sowjets von Kronstadt aus einen Landungsversuch, um Leningrad zu entlasten. Sie kamen um keinen Schritt vorwärts. Das gesamte Landungskorps wurde aufgerieben. An den Kämpfen im Nordabschnitt der Ostfront nahmen auch Verbände der Spanischen Legion erfolgreich teil. Generalleutnant Laux im Gespräch mit General Munoz Grande, dem Kommandanten der Spanischen Blauen Division. Die spanischen Freiwilligen in einer Kampfpause. Im Rücken der Ostfront ist bereits mit dem Bau von Winterquartieren begonnen worden.
Hier werden Kerzen für die langen Winterabende gegossen. In den Armeebekleidungslagern treffen laufend Transporte mit Winterkleidung und wärmender Wäsche für unsere kämpfenden Truppen ein. Geschickte Hände sorgen für die Herstellung von Pelzwesten. Das Rohmaterial ist an Ort und Stelle gewonnen. Die ersten Vorboten des Winters. Schneewehen jagen über die Vormarschstraßen. Gefallene Bolschewiken. Im mittleren Abschnitt der Front. Die Doppelschlacht von Vyazma und Bryansk ist entschieden. Die Armeen Timoschenkos sind eingeschlossen. Die letzten voll kampfkräftigen Verbände der Sowjets gehen ihrer Vernichtung entgegen. Von allen Seiten dringen unsere Truppen in die Kessel von Vyazma und Bryansk ein. Meter um Meter wird das unübersichtliche Gelände, in dem sich die Bolschewiken in unzähligen Schlupfwinkeln festgesetzt haben, durchgekämpft. Die Gefangenen werden nach Waffen und militärischen Papieren durchsucht. Werden immer schlechter. Herbstregen hat sie völlig aufgeweicht. Trotzdem darf es keinen Aufenthalt geben. Auf der riesigen Front muss jede Bewegung mit der Präzision eines Uhrwerkes vollzogen werden, um den planmäßigen Ablauf der Gesamtoperationen zu sichern. Auf der Straße nach Orel. Orel ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt südlich von Moskau. Die Sowjets warfen hier immer wieder frische Regimenter den vorstürmenden deutschen Truppen entgegen. Erst nach tagelangen, zähen Kämpfen war ihr Widerstand gebrochen und Orel in deutscher Hand. In kühnem Ansturm sicherten die ersten deutschen Verbände die Brücken nach Orel. Hier, unmittelbar vor der Stadt, wurden die Sowjets durch die Schnelligkeit und Härte des deutschen Angriffs buchstäblich überrannt. Vorstoß zur Ugra, einem Fluss zwischen Orel und Vyazma.
Brückenkopf wird gebildet. Der Brückenkopf wird nach allen Seiten hin erweitert. Breiter Front vorgehende Infanterie lässt den Sowjets keine Zeit, sich zu neuem Widerstand festzusetzen. Wo schwere Feldbefestigungen die zurückflutenden Bolschewiken aufnehmen, müssen Stukas heran. Ihre Bomben zerschmettern auch den letzten Widerstand. Hier wurde ein unterirdisches Treibstofflager getroffen. Diese Straße führt nach Wjasma, der Stadt, die der Vernichtungsschlacht vor den Toren Moskaus ihren Namen gab. Wjasma. Aus dem Raum vom Wjasma stoßen die deutschen Verbände nördlich und südlich von Moskau nach Kalinin und Kaluga vor, die nach tagelangem harten Ringen erobert werden. Die Sowjets haben damit zwei weitere strategisch außerordentlich wichtige Punkte im Verteidigungsraum von Moskau verloren. Hier der Angriff auf Juchno, nordwestlich Kaluga. Achtung, die Sowjets greifen in der Flanke an.
Feind ist geworfen. Am 18. Oktober gab das Oberkommando der Wehrmacht die siegreiche Beendigung der Doppelschlacht von Bryansk und Wjasma bekannt. Unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschall von Bock haben Truppen des deutschen Heeres im engsten Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generalfeldmarschall Kesselring die sowjetische Heeresgruppe des Marschall Timoschenko in Stärke von 8 Armeen vernichtet. Die blutigen Verluste des Feindes sind auch hier außerordentlich schwer. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden hier rund 658.000 Gefangene gemacht, fast 1250 Panzerkampfwagen und annähernd 5.400 Geschütze aller Art erbeutet oder vernichtet. Das waren die vollkampfkräftigen Divisionen Timoschenkos. Zu ihnen gehörten die bestausgerüsteten Verbände der Sowjets. Die siegreich beendete Doppelschlacht von Bryansk und Wjasma hat der bolschewistischen Wehrmacht das Rückgrat gebrochen. Oui, c'est sur Moscou qu'on se bat surtout dans ces images, mais ça continue à Leningrad. Et d'une certaine façon, les Allemands qui avaient bombardé l'Angleterre depuis très longtemps avaient en quelque sorte pris la leçon de la résistance anglaise. Et ce que j'ai lu d'intéressant concernant ce bombardement de Leningrad, c'est que les Allemands multipliaient en quelque sorte les fausses attaques pour que les alertes aient lieu et casser la vie des habitants de Leningrad. En fait, il y a eu énormément d'attaques aériennes, bien sûr, mais elles étaient entrecoupées de fausses attaques pour que, en plus des bombardements, les habitants de Leningrad ne puissent plus travailler, aller à l'usine, etc., etc. Au point que les Soviétiques avaient pensé faire sauter toutes les usines et évacuer une partie du matériel entre-temps. Et c'est les ouvriers qui n'ont pas voulu, par une sorte de patriotisme d'usine, si je peux dire. Ils ont voulu que ça demeure, et ils ont dit, nous travaillerons s'il le faut sur les bombes. Sous les bombes. Il y a eu une sorte de patriotisme local de la capitale de la Révolution, etc. C'est assez extraordinaire. Mais ce que j'aurais voulu vous demander, c'est comment vous jugez la tactique des Allemands et, pendant cette attaque sur Leningrad, sur Moscou, etc. C'est qu'il manque une conception stratégique. C'est ce qu'avaient dit les généraux eux-mêmes. Rundstedt, par exemple, devant Moscou, avait dit « vaut mieux qu'on fasse marche en arrière pendant 300 km, si besoin, et jusqu'à la frontière de Pologne, parce que nous ne pouvons pas gagner dans des circonstances pareilles. » Cette idée d'assiéger Leningrad d'un côté, avec les Finlandais, et puis ensuite de faire une campagne principale contre Moscou, ensuite de se divertir contre... En direction du Caucase. Et Hitler lui-même n'arrivait pas à s'arranger de manière à se concentrer sur le but principal. Parce que Hitler était tellement, comment dirais-je, illuminé
par ses victoires précédentes, que déjà il s'imaginait au Caucase, attaquant par l'Iran, rejoignant les Turcs, Rommel avançant de l'autre côté, attaquant l'Inde. On a actuellement publié, comme vous savez, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu écrire, toutes les conversations avec les diplomates. Et c'est absolument étonnant qu'en ce mois d'octobre, où nous sommes, n'est-ce pas, il ne veut même plus s'occuper du détail des opérations contre Leningrad, Moscou et Kiev, qui va être prise d'ailleurs. Il veut se lancer beaucoup plus loin. Ça ne l'intéresse plus, c'est la tendance. Justement, là, il se concentrait plus sur les détails. Oui. Il se croyait conquérant de Moscou, avec toutes sortes d'idées de devenir le nouvel Alexandre le Grand. Vous n'avez qu'à voir les projets de bâtiments qu'il voulait construire à Berlin à l'époque, dévouer une grande partie de son économie, non à la guerre, mais à la paix future. Oui, à la date où nous sommes, il a déjà donné à ses officiers leur adresse à Moscou, où ils vont habiter, chacun d'entre eux. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? On est franchement dans le monde de Céline. Oui. C'est le même genre de fantasmagorie. Et puis c'était tout à fait irréel parce que ces troupes étaient en nombre inférieur, étaient moins bien équipées que les Russes, qui faisaient venir leurs réserves de Sibérie. Enfin, non, c'était absolument extraordinaire. Et puis, ne pas se concentrer sur Moscou, c'était une grave erreur, parce qu'il est tombé, comme on voit sur l'écran, dans cette fameuse saison de boue. Oui. Mais alors, il y a eu la grave erreur qui a été celle-ci, celle de ne pas attaquer seulement Moscou, ça, on le sait très bien maintenant. Puis il y a eu l'autre erreur à Leningrad, au lieu d'entrer dans la ville, ce que les habitants de la ville imaginaient, ils se seraient défendus peut-être rue à rue, mais on ne sait pas ce qui serait passé. Il a voulu faire le tour de la ville pour, en quelque sorte, l'isoler, ce qui a entraîné des complications énormes, et finalement, la ville n'est jamais tombée. On va voir un petit peu maintenant comment les Français de zone occupée montrent ces événements, puisqu'ils vont en parler, et puis vous nous direz un petit peu ce que vous pensez des actualités à Paris pendant la guerre en 1941. Tous unis, tous solidaires. Monsieur Raoul Ploquin, directeur du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, se fait aujourd'hui votre interprète, chers spectateurs, auprès de Monsieur Pichat, président du Secours National. Je suis heureux, Monsieur le Président, de pouvoir vous remettre ce chèque de 5 230 000 francs. Ce chèque représente la première contribution qu'apportent au Secours National et aux prisonniers de guerre tous les spectateurs de toutes les salles de spectacles cinématographiques de France. Monsieur le directeur, notre gratitude émue va à tous les collaborateurs de votre industrie, aux spectateurs du cinéma. Grâce à eux, les prisonniers sans famille recevront des colis, des enfants mangeront à leur faim, des sinistrés retrouveront leur foyer. À tous et par vous, merci. À la porte Maillot, le centre Maréchal Pétain reçoit la visite de monsieur l'ambassadeur de Brino. Éduquer les jeunes, replacer les chômeurs, les mutilés de guerre ou du travail, les prisonniers libérés, tels sont les buts que s'est assigné le centre d'éducation professionnelle de l'entreprise d'installation électrique. 20 heures de travail, 20 heures de sport par semaine. Un vaste terrain d'éducation physique a été mis à la disposition de ces jeunes par la ville de Paris. Apprendre aux jeunes l'amour de leur métier, leur faire acquérir aussi force et santé, voici les deux mots d'ordre de ce centre, mots d'ordre qui sont aussi ceux de la Révolution nationale. Le maire de Lille donne le départ dans le bois de la Deule du Critérium cycliste international auquel prennent part 22 des meilleurs coureurs belges et français. Sur un parcours de 104 km se déroulant sur un terrain très accidenté, les coureurs atteignent la vitesse de 55 km à l'heure. Alternativement, Rossi, champion de France 41, Boutal et Yvon Marie mènent la danse. Rossi, malgré une crevaison, a rejoint le peloton et gagne l'épreuve, ayant effectué le parcours en 2 h 55 minutes.
À Paris, sur l'esplanade des Invalides, se déroule la pittoresque fête du jouet sportif à laquelle prennent part patins à roulettes, cyclo-rameurs et patinettes. L'épreuve pour auto à pédale sans SP, réservée aux jeunes conscrits de la classe 55. La production de l'énergie électrique en France est passée en 20 ans de 3 milliards à 19 milliards de kilowatts. L'organisation de notre réseau de production a atteint une perfection unanimement reconnue. Et malgré cette réalisation, les pouvoirs publics doivent réglementer la consommation. C'est parce que l'entretien des lignes de force des génératrices, des postes de transformation, nécessite des quantités considérables de métaux non ferreux. Chacun de nous se doit de fournir lui-même les métaux autrefois importés. Chacun doit participer au grand effort entrepris par le ministère de la production industrielle. Pour la reprise économique, pour que vivent nos industries, vendez à l'État vos métaux non ferreux. Devant la menace anglo-américaine, le Portugal remporte encore la garnison des Açores, qui vient d'être portée à plus de 30 000 hommes. Le président Carmona visite aujourd'hui l'île Terceira afin d'inspecter les importants travaux de défense qui sont actuellement en voie d'achèvement. En ces heures graves pour sa liberté, la population de l'île, en acclamant avec enthousiasme le chef de l'État portugais, manifeste ainsi sa volonté de rester étroitement solidaire des destinées de la mère patrie. Inauguration officielle des travaux de la nouvelle ligne de chemin de fer Hambourg-Copenhague. L'Allemagne et le Danemark seront en effet bientôt réunis par une ligne directe qui passera par l'île Fehmarn et permettra ainsi un raccourci de 80 km sur le précédent parcours. Plusieurs personnalités allemandes et danoises assistent à l'ouverture du chantier de cette nouvelle voie, appelée déjà ligne à vol d'oiseau. Adolf Hitler arrive au Palais des Sports de Berlin où il va prononcer un discours à l'occasion de l'inauguration de l'œuvre du Secours d'hiver 1941. Dans son discours, qui devait avoir un énorme retentissement dans le monde, le Führer, après avoir souligné l'immense portée de la lutte contre les soviets, a annoncé que l'armée allemande venait d'engager des opérations d'une envergure gigantesque, préparant des événements décisifs. Le lendemain, au quartier général, le Führer présentait personnellement ses vœux au maréchal von Brauchitsch à l'occasion de son 60e anniversaire. Devant Leningrad, où la pression des armées alliées s'accroît de jour en jour. Tout autour de la ville, les positions qui avaient été rapidement établies sont aménagées. Leningrad est sous le feu des batteries allemandes et subit nuit et jour un intense bombardement.
soviets essaient de briser l'étau qui s'est refermé sur eux. Déjà, les troupes allemandes sont maîtresses des faubourgs de la ville. Les habitants regagnent leur demeure. Propagande soviétique. L'URSS, paradis des enfants. L'effarante réalité, les enfants vagabonds. Après la bataille de Kiev. À Kiev, les troupes qui ont participé aux gigantesques batailles d'encerclement se reposent. Et voici quelques images filmées avant que ne soit déclenchée l'offensive annoncée par le Führer. Kiev brûle. Plusieurs quartiers de la ville sont en flammes. Les soviets, avant de se retirer, avaient placé dans certains immeubles des bombes incendiaires à retardement. Grâce à une action méthodique, les pompiers allemands du génie ont pu bientôt se rendre maîtres du sinistre. Dans le musée Lénine, on vient de découvrir plusieurs centaines de caisses contenant 3500 kilos de dynamite. Cette gigantesque charge qui, en explosant, aurait détruit les maisons avoisinantes dans un rayon de plus d'1 kilomètre, devait être actionnée à distance par cet appareil récepteur de radio. À perte de vue, le matériel abandonné jonche le sol. L'armée Boudienny est totalement détruite. Oui, vous avez eu raison, Norman Stone, tout à l'heure, d'évoquer les horreurs que ces images n'évoquent pas. Nous sommes en France à la veille d'événements tragiques, c'est les fameux massacres de Chateaubriand,
Et dans toute l'Europe, au fond, la guerre existe, mais à côté d'elle, il y a une guerre civile de plus en plus horrible. C'était pas comme ça en 14-18. Non, là, j'en conviens. Le remarquable, c'est qu'en 14-18, les peuples, les masses, ont soutenu quand même la guerre, avec la seule exception de la Russie, pendant des années d'acharnement. On ne comprend plus maintenant, si vous voulez. La Seconde Guerre mondiale, c'était autre chose, parce qu'il y avait une bonne partie des populations partout en Europe, sauf peut-être en Pologne et bien sûr en Angleterre, qui voulaient quand même pactiser avec les Allemands et qui avaient choisi ce moment pour régler les comptes avec leurs ennemis à l'intérieur, comme on a vu malheureusement en France. On dit, oui, que la résistance était une question de classe. Je trouve pas tout à fait, parce que dans la résistance, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas du tout communistes. On prend des gens comme De Gaulle, on prend des gens en Serbie, par exemple, qui étaient quand même des généraux de bons bourgeois, qui résistaient aux Allemands. Oui, c'est vrai. On a beaucoup simplifié ça au lendemain de la guerre, où on a cru que la résistance était essentiellement ou communiste ou même gaulliste, alors qu'en fait, en France, elle sourdait d'un peu partout, et en Yougoslavie, en Pologne, elle était cette résistance générale, et elle a vraiment partagé l'Europe. Cette guerre a été tragique justement à cause de cela. C'est parce que l'idéal national, l'idéal social, idéologique se sont croisés, et à cela s'est ajouté une horreur spécifique qui était le nazisme et son racisme. Oui, mais ce qui est frappant, c'est qu'après la guerre, cette atmosphère de guerre civile s'est un peu dissipée. Et on peut parler, du moins dans les pays non communistes, d'une unité nationale où tout le monde se disait, vaut mieux qu'on s'entende l'un avec l'autre. On a vu ça dans tous les pays. D'accord, il y a eu des conflits politiques, mais je trouve ça, à la fin des fins, un peu superficiel. Oui, c'est donc le contraire de 14-18, où la guerre civile est venue après la guerre. Justement. Voilà. Merci Norman Stone de ce regard distancé sur les fronts, la politique, en ce mois d'octobre 1941. Merci.